Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver avec David Sorin, qui est psychopraticien par la méditation et fondateur de l'association Inspire. Il est auteur du livre En thérapie avec Bouddha aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bienvenue David, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour Suzy, merci de me recevoir. Je suis enchanté de faire ta connaissance d'abord et puis d'avoir l'occasion de parler de ce livre. Merci à toi. J'avais hâte qu'on discute, qu'on partage sur la méditation. Ça m'intéresse grandement d'en apprendre un petit peu plus. Bouddha m'intrigue. Bouddha m'intrigue. On a les grandes lignes de ce que c'est le bouddhisme, mais tu vois, parfois, je rencontre des gens qui me donnent peut-être pas l'heure juste, ou peut-être que toi, tu le fais différemment, je sais pas, mais j'aimerais ça en apprendre plus sur ta version de Mhm. ce que toi t'en as appris. Dans ton livre, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu étais attiré par des petites statuettes de Bouddha. Je pense que c'était ta tante. Et là, je t'ai Oui. montré mon petit Bouddha ici que j'ai trouvé dans un petit magasin à faible prix, à prix modique. Et je l'ai toujours à côté de moi sur ma table de chevet. Je ne pratique pas le bouddhisme, mais tu vois, il y a quelque chose puis ça, je pense, c'est un Bouddha de la paix. Il y a quelque chose là-dedans qui m'attire. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui pour me parler de ça. Merci à toi. J'adore Bouddha, j'adore l'enseignement de Bouddha. Alors, je Ouais. peux en parler longuement, avec joie. Alors, toi, tu as tout un parcours. D'ailleurs, dès que j'ai commencé à lire ton livre, je disais, ah, comment ça? Alors, toi, tu as passé tes 3 premières années à Montréal. On dit pas, tu n'as plus l'accent québécois, là. Non, Non. non, non, j'ai Alors, l'accent français. c'est exactement. Alors, tes 3 premières années à Montréal, assis sur une chaise de cuisine, à attendre ta mère qui vienne te chercher. Alors, tu as vécu beaucoup de solitude étant plus jeune. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Oui, je suis né en 1968 d'une mère célibataire dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Et à cette époque, semble-t-il, il était compliqué pour une mère célibataire de garder un enfant, si bien qu'elle m'a confié à une dame qui me gardait, et donc j'ai passé c'est mon sentiment en tout cas, les 3 premières années de ma vie à attendre ma mère. C'est le sentiment que j'avais en tout cas. Ouais. Hem, donc voilà, ça peut sembler un peu larmoyant, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'avais pas de jouets, j'avais pas d'amis, j'allais pas à l'école, j'étais vraiment dans cette maison sans sans autre compagnie qu'une dame qui me gardait, semble-t-il. Alors, ces souvenirs-là, je les ai entretenus, donc je suis totalement certain de les avoir. Je sais que certains se disent qu'on n'a pas de souvenirs avant l'âge de Non, 3 ans, mais moi je suis t'as totalement raison. certain de les avoir parce que je Ouais. quand je suis arrivé en France, après avoir été adopté par un couple de parents français, plus précisément de Bretagne, bah, je dessinais la maison, je dessinais la pièce, je dessinais, les choses pour être certain de bien me souvenir Wow. de tout ça. Et quand, à l'âge de 20 ans, j'ai eu l'occasion de revenir à Montréal, j'ai reconnu voilà, la ruelle, l'escalier métallique, les maisons en briques, j'avais pas pu l'inventer tout ça. Voilà donc, j'ai souffert d'un sentiment de solitude, mais d'une profondeur, qui est difficile à expliquer quand on l'a pas connue. Peut-être, toi, Suzy, peux-tu avoir Ouais. une idée de ce que c'est? Hem, Comment Ouais, tu as c'est ce vécu qu'on se ça, toi? disait juste avant. Je pense que quand on se sent pas écouté, choyé, aimé, tu vois, des parents qui ne te disent pas qu'ils t'aiment, des parents qui sont juste là pour corriger ou un parent qui est absent,
Ben, ce sentiment-là de solitude, c'est ce que moi, je l'ai senti dans ma jeunesse. C'est peut-être que mes parents pouvaient pas faire autrement parce qu'ils avaient été élevés comme ça. Mmh. Mais ça crée un vide. Mais ce qu'on se racontait avant, c'est que je pense que ce sentiment-là fait qu'on est en recherche après de comprendre. Puis en fait, je pense qu'il y a un vide qui veut être comblé par l'amour de soi. Tu vois? Oui, oui. Oui, c'est ça, oui, oui. Et c'est vrai que moi, j'avais le sentiment d'observer. Je regardais, j'étais comme dans un théâtre, je regardais les autres évoluer. Je savais pas qu'il y avait d'autres enfants qui existaient et je me souviens, alors on le croit si on veut, mais je me souviens du premier enfant que j'ai vu. C'était dans le parc La Fontaine et j'étais étonné: «Ah, Pour il vrai? est tout petit, il Il est est comme comme moi. moi». Et puis je Oh, me souviens de mes premiers jouets, je dis: «Waouh, c'est fabuleux». Alors, il s'est passé une chose assez extraordinaire, j'ai dû être bien préparé à l'adoption quand même. Ce qui est merveilleux, c'est que ma mère naturelle m'a vraiment confié à une famille d'adoption, en passant par les services sociaux québécois, une famille française donc, mais elle m'a confié, elle m'a pas abandonné. Ça, je l'ai découvert plus tard, elle m'a pas abandonné, ça a été très important. Très, très important pour un enfant qui a été adopté de savoir qu'il n'a pas été jeté, il a été confié. Ça a été vraiment très réparateur pour moi d'apprendre ça. Mais donc j'ai dû être bien préparé à ça parce que quand ma mère est venue me chercher, ma mère adoptive, ma maman quoi, beh, je lui ai sauté dans les bras et puis je lui ai dit: «Maman!» Donc j'avais vraiment le sentiment que ma mère venait enfin me chercher. mmh, C'est un peu comme si j'avais pas vu la différence finalement. c'était joli. Et voilà, je me suis retrouvé en France, mais avec quand même ce sentiment de solitude profonde et j'étais un enfant étrange quoi, en fait. Ah oui? J'avais des rapports sociaux étranges, je savais pas ce que c'était l'autre. Quand on s'approchait de moi, je mettais le bras comme ça devant moi pour me protéger, j'avais peur d'être frappé, je savais pas ce que c'était un bisou, un câlin, Mmh. donc j'étais un enfant un peu bizarre, avec un accent bizarre. Et qui mangeait des choses bizarres. Par exemple, je réclamais du blé d'Inde, ce Ah qui ben là, on aime ça ici, le blé d'Inde. oui, mais C'est pas du pour un blé d'Inde Français à vache. pour un Français, ça veut rien dire du tout, quoi. Du maïs. Pour pour moi, le pain, c'était mou, quoi. Je comprenais pas pourquoi il y avait des choses dures dans le pain. Je savais pas ce que c'était un bonbon. Enfin bref, il y a plein de choses que je connaissais pas et ce que c'était un ami. Figurez-vous que je me souviens quand j'ai eu 3 ans et demi, on m'a présenté un cousin, on m'a dit: «Est-ce que tu veux qu'il soit ton ami?» Je savais pas quoi répondre parce que je savais pas ce que c'était un ami. Voilà un petit peu le genre d'enfant que j'ai été. Mais ce qui a été extrêmement réparateur pour moi, c'est que ma ma maman chérie, qui m'a adopté, était très maternelle, Ah très aimante. OK. Elle l'avait voulu cet enfant-là, elle avait traversé l'Atlantique pour aller le chercher. Donc elle était très aimante, très câline, et très patiente avec un enfant étrange quand même. Ouais. Il fallait qu'elle m'attrape pour me faire des câlins. Parce que je comprenais pas ce que c'était l'affection, l'amour, je savais pas ce que c'était de maman, en fait. Donc elle a été extrêmement patiente. Elle m'a appris ce que c'est l'amour, la tendresse, la la discipline aussi, les valeurs, et puis, voilà, donc j'ai une gratitude et un amour, infini pour, ma maman adoptive et aussi pour ma maman naturelle, Mmh. que je n'ai jamais connue, mais, j'ai enquêté pour la retrouver et quand je l'ai finalement retrouvée, elle était décédée depuis, quelques années. Ça a été un choc d'apprendre ça tout de même. L'enquête a été compliquée, difficile. Hem, j'ai eu la chance de tomber sur un prêtre, qui m'a dit, «Ben, j'ai pas le droit de te dire que ta mère s'appelait comme ça». Donc il m'a dit son nom et son prénom.
je dis: «Ah, tu pas le droit de me dire ça». Vite, j'ai noté pour pas oublier et à Ouais, partir de là, j'ai pu enquêter et finalement la retrouver, parler avec, ses voisins, ce qui a été quelque chose d'incroyable, parler avec son curé qui m'a donné une photo d'elle, parce qu'elle lui avait confié une photo pour que le prêtre puisse prier pour elle. Oh wow! Donc j'ai une photo de ma mère naturelle. Ça a été un choc incroyable et puis les ses voisins ont pu me raconter, sa vie, très, très solitaire. Ses voisins l'appelaient la sainte parce qu'elle était toujours, fourrée à l'église dans les œuvres de charité. Oh Elle ben, tra elle travaillait à l'hôpital, Maisonneuve-Rosemont, je crois que c'est oui, comme ça qu'il ouais, s'appelle. ouais. C'est là que je suis né, c'est là qu'elle a travaillé toute sa vie et elle était toujours fourrée à l'église ou à l'hôpital ou dans les œuvres de charité. Mais ça, c'est intéressant parce que si elle avait ce côté spirituel dans ton ADN, tu l'as aussi. Oui, 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 oui. Ça peut être Oui, intéressant. oui. Et Toi, pour l'anecdote, les gens m'ont dit, «C'est marrant parce qu'elle s'asseyait comme ça toute droite, elle posait ses mains sur ses cuisses, puis elle fermait les yeux pendant 20 minutes. Elle disait rien et puis après elle se levait, puis elle partait», tu vois, elle faisait donc sa méditation. ouais, il faut se souvenir que je l'ai jamais connue, quoi. C'est le sentiment que j'ai en tout cas, heu et puis, j'ai commencé à méditer, quand j'ai découvert le bouddhisme et moi j'ai fait exactement comme elle, sans avoir eu jamais ce mimétisme puisque je l'ai Ouais, pas connu. Donc si ouais. on ne croit pas au transgénérationnel, Ben, on peut c'est se dire ça là, que ça il me il dit, y a ouais, quand même ouais, un hasard c'est quelque sacrément chose. étrange. Exactement. Toi, en 1993, tout bascule et tu décides de voyager. Euh, et puis, ce que tu avais appris en France n'était pas... Là, tu as vu que ce que tu avais appris en France n'était pas une vérité universelle. Je trouvais ça intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu as décidé de voyager à travers le monde. Oui, j'étais un jeune homme, perdu, hein, souffrant, égaré. Je me souviens pendant un voyage, une personne m'a dit: «Mais tu es complètement égaré, en fait». Je me suis dit: «Waouh, il a raison, quelqu'un». Qu'est-ce que tu voulais dire par égaré? Mais je savais pas où j'allais, quoi. J'avais un sac à dos, et puis, je voyageais de par le monde, je cherchais, je savais pas ce que je cherchais, je Quelque savais chose, mais pas tu veux pas quoi. où je le cherchais, donc j'étais un quelqu'un d'errant, quoi, hein, en pleine errance. Alors je suis parti en autostop, on dit en pouce, hein, c'est ça? Ouais, on fait du Je pouce. je fais du pouce, je me suis dit: «Je vais partir vers le sud». Je me suis retrouvé en Afrique, au Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso et cetera et donc j'ai pu rencontrer des peuples qui vivent de manière très, très différente de ce que j'avais connu et j'ai été frappé parce que tout ce en quoi je croyais, tout ce que je croyais être des valeurs universelles, n'existait pas du tout de la même manière chez eux. Par exemple, le libre arbitre, heu, le la possibilité de prendre des décisions pour soi-même, de choisir une épouse, de choisir, le lieu où on va vivre ou de l'intimité, tout ça était très, très différent, chez les Dogons ou chez les Bambara ou chez les Peuls, dans les peuples dans lesquels j'ai pu vivre un peu et ça m'a frappé, ou la notion de justice ou d'injustice ou de relation avec la nature, ou avec les anciens, je me suis dit: «Mais alors, mais tout ce que j'ai appris n'est pas c'est pas faux, mais c'est pas une vérité ultime». C'est Donc ça, je me suis mis en quête de vérité ultime, c'était mon projet. c'est bon. Voilà un petit peu, donc j'ai continué mon voyage comme ça, donc en Afrique, en Amérique du Sud. Je me suis essayé à différents métiers, mon premier métier, c'était l'ébénisterie. Ah oui, bon. C'est ce que j'ai appris, c'était un métier qui, je le croyais du moins, pouvait me permettre de créer de belles choses, d'être en lien avec, quelque chose de naturel, des matériaux naturels, Tu avais ce côté artistique. quelque chose comme ça, peut-être artisan en tout cas, ouais. OK.
mais ça m'a pas apporté la satisfaction que je voulais. Alors, j'ai assez rapidement utilisé ce métier pour accompagner des personnes en difficulté, Mmh. notamment des personnes en situation de handicap, handicap psychique ou physique ou des personnes en détresse sociale. Donc j'ai utilisé ce métier technique pour les accompagner vers, davantage d'autonomie, d'estime d'eux-mêmes, pour apprendre un métier aussi simplement. Donc j'ai eu l'occasion de voyager comme ça et de revenir au Québec, entre autres, hem, où j'ai vécu pendant 9 ans, à Montréal, avec, mon épouse de l'époque et Mmh. mes 2 enfants. 2 enfants Wow! magnifiques. Ah, mais c'est bien. Voilà mon parcours un peu. Mmh. Alors là, toi, ben, qu'est-ce qui t'a emmené vers la méditation, en fait? Là, tu as travaillé dans le domaine est-ce que c'était au Québec que tu as fait ça? Tu as travaillé dans le domaine social auprès des jeunes et des prisonniers? Oui, oui, entre autres, au Ouais. Québec, en France aussi, au Népal aussi, j'ai travaillé au Népal. J'ai créé une entreprise d'insertion pour les enfants des rues à Katmandou. Ça a été une super belle aventure. Hem, mais, en fait, ouais, le grand tournant, ça a été il y a 35 ans à peu près, quand j'ai rencontré le bouddhisme lors d'un voyage dans la vallée de Katmandou, au monastère de Kopan, qui est en bordure de la vallée de Katmandou. C'est magnifique Katmandou. Je sais pas si tu Mmh. connais, mais c'est vraiment, enfin, c'est drôle, quand j'ai été dans ce monastère et dans les monastères, je connaissais pas du tout le bouddhisme, hein, mais j'avais l'impression d'être chez moi. Ah, mais là, peut-être que c'était Hem, mieux antérieur. alors Ouais. pourtant un monastère bouddhiste tibétain, c'est très exotique, hein, c'est très bizarre. Il y a des rituels, vraiment, exotiques, quoi, et bizarrement, j'avais l'impression d'être chez moi, comme si j'étais arrivé à la maison, même si je parlais pas la langue ni rien, et j'ai eu une sorte de coup de foudre, en fait. Alors j'ai reçu des cours pendant 13 jours, des cours en anglais, au monastère de Kopan, des cours sur les bases du bouddhisme, et là je me suis dit: «Bah tiens, je vais pouvoir associer mon métier d'ébéniste à au sens de ma vie que j'ai découvert à ce moment-là». Parce que j'ai eu le privilège incroyable de découvrir le sens de ma vie, c'est-à-dire la fin de l'errance. Ah oui? Le Dans ce monastère, j'ai découvert la bodhicitta. La bodhicitta, c'est le sens de la vie bouddhiste, et c'est pour ça qu'ensuite j'ai associé mon métier d'ébéniste au travail social pour, accompagner des personnes en difficulté. C'est peut-être un peu brouillon là, mais voilà en gros Oh le oui. début quoi, début du parcours. Parce que ça t'a permis aussi, cette voie-là, tu découvres que tu peux te libérer de certains traumatismes, entre autres du complexe d'abandon que tu te sentais de ton enfance. Ça, j'ai trouvé ça Ouais. intéressant quand tu parles de ça. Oui, oui, alors l'abandon, ça a été mon grand truc, ma grande souffrance, mais encore une fois, c'est difficile de l'imaginer quand on l'a pas connu, mais ceux qui souffrent, de la blessure de rejet peuvent l'imaginer. C'est pas la même chose, mais il y a une similitude quand même. Ce sentiment d'abandon, je le ressentais tout le temps, quoi. C'était une grande souffrance, même si j'étais infiniment aimé par ma mère et très, très entouré par une grande famille, beaucoup d'oncles, de tantes, des gens très aimants autour de moi. Hem, mais si, personne ne s'asseyait à côté de moi, ben, je savais que j'étais abandonné, quoi. Ou si personne ne me parlait, bah, je savais que j'étais une mauvaise personne, qui ne comptait pas et qui Aïe, 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 qui je je connais. tu connais? Et c'était Oui, une quand tu dis grande, ça, grande, grande oui, souffrance, c'est ça. quoi, une Puis tristesse, un ouais, sentiment de solitude, de une solitude insondable, quoi. Un chagrin pas permanent, parce que les enfants sont résilients, ils aiment jouer, ils sont curieux, mais quand même, même adolescent, je trimballais ça, quoi. c'est en Je arrière. Ouais, ouais. Ouais, Mais ce que je trouve bien et c'est ça qui est important, c'est, d'en prendre conscience. Parce que ce qui arrive, c'est que,
Les gens vivent avec ça, mais ils en prennent pas conscience. Ils sont Mmh mh. provoqués dans leur schéma, souvent comme Eckhart Tolle dit, de corps de souffrance, ils sont provoqués dans ça, mais Mmh. ils savent pas pourquoi. Parce que c'est tout sous-jacent. Donc, d'où l'importance de ton cheminement pour arriver à être l'observateur de tout ça. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment t'es arrivé à ta technique avec Inspire, en lien avec les enseignements du bouddhisme. Oui, bon, ça a été tout un cheminement. Il a d'abord fallu que je commence à me libérer moi-même un peu, Ouais. notamment, de cette souffrance de l'abandon. Ça a été une grande victoire. J'ai commencé à me libérer de ça, dès mes premiers enseignements bouddhistes, hein. Donc je vais d'abord, si ça te convient, parler de ce début de libération un peu de la blessure d'abandon, puis tu verras, ça va nous permettre de voir comment j'ai cheminé vers Inspire ensuite. Hem, Dès les premiers enseignements bouddhistes, j'ai découvert qu'il y avait une partie de moi Je t'ai mis qui en grand plan, là. ah d'accord, OK. Qui n'était pas abandonnée en fait, qui n'était pas altérée par ce que j'avais vécu. Mmh, Hem, alors ça a été un choc quoi. mmh. Il y a une partie de moi, il y a une partie de mon esprit qui est là, qui réside toujours là et qui est complètement exempte de blessures d'abandon, qui est indemne, qui n'est pas du tout blessée Ça, c'est et intéressant ce que tu dis et là. elle est OK, quoi. Et alors, C'est j'ai pu la goûter, tu vois? Alors, tu vois de quoi je parle, hein, on la nomme de différentes manières. Dans le ouais, bouddhisme, on Cartolé va dit parler de la conscience, mais ouais, cette voilà, partie-là qui est subtile derrière, mais c'est continue, c'est vraiment, ouais. mais ça, je le savais pas du tout, du tout, j'avais demandé au curé de mon village parce que j'étais très curieux, j'allais à la messe, j'avais demandé au curé de mon village: «Mais c'est quoi l'Esprit Saint?» Il m'avait dit: «Oh bah, tu es un enfant, tu peux pas trop comprendre, mais c'est une colombe qui descend sur les apôtres». C'est une colombe? J'étais petit, mais je me disais: «Mais qu'est-ce que tu me racontes là?» Non, je alors dans le bouddhisme, il y a cette analogie très simple, on a une pépite d'or dans le chakra du cœur là. Cette pépite d'or, même si elle a très longtemps séjourné dans la boue, dans la fange, même si elle a été souillée par toutes sortes d'horreurs, et ben, il suffit de la trouver, de la découvrir, de la nettoyer. Elle est toujours là, elle a toujours la même valeur, quoi. Mmh. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit: «Waouh! Alors plus je vais vivre à partir de là, plus je vais me nettoyer, me purifier, plus je pourrai aider les autres, accompagner les autres». Donc le sens de ma vie, c'est, bah, libère-toi pour mieux aider les autres, quoi, et plus tu te libères, plus tu aides les autres et ça crée un cercle vertueux, merveilleux. C'est ça le sens de ma vie, c'est la bodhicitta. C'est le sens de la vie d'un bouddhiste, heu, voilà, se libérer pour aider les autres à se libérer. Ça, c'est extraordinaire, sûrement que d'autres personnes qui ont un parcours spirituel, qui nous écoutent, savent exactement de quoi on parle parce qu'on retrouve cette notion-là dans Ouais. beaucoup d'autres formes de spiritualité, C'est quoi. un peu pour la raison pourquoi je fais des entrevues, c'est pour aider les autres à cheminer et d'essayer d'aller se comprendre, puis beaucoup de se rendre compte à quel point on est inconscient de certains schémas, on est complètement dans un et quand tu parles de boue, je trouve que ça fait du sens parce qu'en fait, c'est ça, on est une pépite dans la boue, tu vois? Mmh. Mais on est une pépite. Et la boue, Et c'est oui. juste les conditionnements, puis le mental, puis l'ego et tout ça, tu vois? Ouais, ouais, et il y a une petite anecdote de la vie de Bouddha. Bouddha, c'est un personnage historique, hein, qui a vécu, dans le nord-est de l'Inde, Mmh. aux alentours de Bénarès, par là, Varanasi, il y a 2 600 ans, donc c'est un personnage historique, un homme comme tout le monde, qui était d'origine princière, qui est devenu un ascète dans la forêt, un cheminant spirituel, hein, comme toi et moi finalement, hein. Il a commencé
il a commencé comme nous, hein. Ouais. Il et puis, alors cette anecdote qui m'a personnellement beaucoup touché, c'est qu'il cheminait avec 2 de ses disciples, voilà, il marchait en pleine conscience à l'époque et puis il y a un intouchable. Donc un intouchable, c'est la plus basse des castes dans l'Inde ancienne et aujourd'hui malheureusement encore d'une certaine manière dans l'Inde actuelle et cet intouchable transportait des bousses de vache. Les bousses de vache, on les fait sécher sur les murs pour qu'elles servent de combustible pour préparer la cuisine, quoi. Donc il était vraiment, sale, il avait le travail le plus vil, le plus sale, le plus répugnant qui soit, quoi et les intouchables n'ont pas le droit, bien sûr, de s'approcher d'une personne d'origine princière. Alors l'intouchable se cache et Bouddha va vers lui et lui dit: «Hé, viens ici, on va discuter, on va jaser». Alors, mais l'intouchable veut pas, il s'enfuit, mais Bouddha va vers lui et puis moi je me sens frémir à ce moment-là. Je me dis: «Mais Bouddha va vers cet intouchable qui sent mauvais, qui 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 trimballe des choses répugnantes» et l'intouchable part dans la rivière pour essayer d'échapper à Bouddha. Il dit: «Non, mais tu peux pas me toucher, tu peux pas t'approcher de moi» et Bouddha entre dans la rivière et s'approche de lui jusqu'au moment où l'intouchable ne peut plus reculer et Bouddha le touche et lui dit: «Mais on est pareil, on va discuter, on va méditer ensemble, on est pareil, on a la même pépite d'or dans notre cœur. Wow. On est égaux» et là, moi, ça m'a fait vibrer. Je me suis dit: «Mais alors, peut-être que si même un intouchable chargé de bouse de vache peut être aimé par Bouddha, peut progresser, peut-être que moi aussi». Moi qui ai été abandonné, rejeté, qui n'a pas de valeur, qui trouve pas sa place dans le monde, peut-être que moi aussi alors, j'aurais ma place, je pourrais faire mon chemin aussi et je pourrais être aimé sans condition par plus grand que moi, plus vaste, plus ah! J'ai découvert ça alors, même aujourd'hui ça me fait quelque chose. Je me suis Tu dit: «Oh avais mais» quel âge à ce moment-là? Dans la bah, vingtaine? c'était il y a 35 ans et j'ai 58 ans aujourd'hui. Alors, Dans la j'étais vingtaine, là. j'étais Ouais, dans la vingtaine, oui. Ça ouais. a été vraiment révolutionnaire, mais c'était que le début, hein, Mmh. puisqu'après il y a des obstacles intérieurs, il y a des habitudes, il y a des Mmh. traumatismes, la blessure d'abandon, elle s'installe dans chaque, attitude, dans chaque regard, dans chaque, façon d'être, de parler ou de se taire, donc il a fallu essayer de désamorcer tout ça. Hem, mais à ce moment-là, de quelle façon tu t'y es pris? Parce que moi, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est vraiment d'être l'observateur. Justement, d'être dans la je suis dans la pépite plutôt que dans la boue peut-être, je sais pas comment l'expliquer, heu, mais quand il vient je sais que quand il vient un moment où émotionnellement, tu vis un obstacle ou un défi qui est plus difficile, c'est là qu'il faut qu'on demeure dans cet observateur-là et c'est là que ça devient difficile parce que l'émotion te prend. Mmh. Donc, comment, tu vois, dans ton livre, justement, tu parles de gérer nos émotions, dépasser nos peurs. Mais quand on est pris dans cet engrenage-là, là, comment on fait là, pour revenir à... Parce que je le sais que si on est moindrement dans un schéma émotionnel difficile, on est grugé d'énergie, notre énergétiquement, on Mmh. attire des choses qui sont négatives. Et toi? Oui, 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 tout à fait. On obtient ce qu'on craint, quoi. Karmiquement, on attire, ce qu'on vibre, quoi et c'est Oui, vrai que, j'ai vu avec le recul que je créais moi-même des situations dans lesquelles on allait sûrement m'abandonner parce que je le créais, quoi, forcément. exactement, parce que tu y Heu, crois
Puis des fois, c'est pour des gens, c'est inconscient, fait que tu vois? Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ce que tu dis là, c'est super important, pour tout cheminant spirituel, hein, Ouais, heu, c'est observer son esprit. OK. Mais l'observer pas en se jugeant, pas en se Exactement, flagellant, c'est parce que la l'observer. culpabilité est très présente. Ben voilà, et c'est l'observer vraiment avec la conviction intime, la conviction ressentie, expérimentée qu'il y a une nature pure là, il y a quelque chose de pur au fond, Mmh. et tout ce qui est de l'ordre du mental ou du personnage que l'on joue ou de l'être social, l'être ordinaire, tout ça, c'est un sujet intéressant. Alors, et c'est peut-être cette curiosité du petit enfant qui observait les autres. Étant tout petit, j'avais l'impression d'avoir que ça à faire. J'observais le monde comme si j'étais au théâtre, j'observais les autres, j'interagissais pas avec les autres, j'observais. Donc cette curiosité, peut-être qu'elle m'a servi, et je trouve très intéressant d'observer notre propre esprit, nos propres attitudes, nos émotions avec bonté. Ouais, c'est ça. Avec bonté, avec une curiosité attentive, non jugeante, heu, tu te sens abandonné, c'est OK, c'est OK, tu te sens abandonné, tu sens vraiment ce souffle qui devient court, ce chagrin qui grandit en toi, heu, voilà, je me souviens quand j'avais 20 ans, si j'avais rendez-vous avec un copain et qu'il venait pas, bah, il y avait pas le téléphone à l'époque, quand il venait pas, bah, on savait pas pourquoi il était pas là. Ouais. Ben je ressentais le gros chagrin d'abandon, puis la colère qui allait avec, et puis la haine même quelquefois. J'ai appris à observer ça et me dire: «Oh, comme c'est intéressant! Tu ressens du chagrin dans ta poitrine, dans ta gorge. Tu peux respirer avec ça et l'accueillir parce que Bouddha dit: "Ce sont des sensations". C'est le facteur mental sensation qui est un des facteurs mentaux, c'est-à-dire une des capacités de l'esprit essentielles. L'esprit, il ressent, quoi. Comme c'est intéressant, ton esprit ressent le souffle court, la gorge serrée, la mâchoire un peu serrée, peut-être les yeux mouillés, et puis ton mental élabore tout un scénario, des pensées. Cet ami ne t'aime pas, d'ailleurs personne ne C'est ce t'aime. que j'allais dire, c'est qu'en fait, tu deviens rapidement la victime de l'autre quand tu es pas dans cette observation-là. Ouais, Et ouais. si on ralentit, en fait, c'est de savoir qu'on a ben, je vais dire ça là, mais peut-être que c'est peut-être pas la bonne chose à dire, mais on a choisi dans notre plan de vie de vivre ça. Oui, alors on a choisi, oui, c'est vrai qu'on pourrait débattre de ce mot-là, dans quelle C'est mesure est-ce qu'on je choisit, vais le mettre entre parenthèses là, mais ouais, mmh Oui, oui, mais oui, on se comprend, je pense, mais ouais. c'est alors dans le bouddhisme, on parle du karma comme étant la loi des causes et des effets. Donc dans le bouddhisme, le karma, c'est pas quelque chose de magique, en fait, c'est une loi de la nature, quoi. Mmh mh. Il y a la loi de la gravité, puis il y a la loi des causes et des effets. Donc tout obéit à la loi des causes et des effets, et l'esprit, lui aussi, obéit à la loi des causes et des effets. Donc si, j'ai vécu une blessure d'abandon autrefois et puis que je l'ai cultivée tout au long de mon enfance, en la réactivant, en en y adhérant finalement. «Ah ça y est, je suis abandonné parce que j'ai eu un cadeau moins gros que celui de ma sœur. Ah ça y est, je suis abandonné parce qu'on a oublié de me regarder, ou parce que, on j'ai eu la plus petite part du gâteau, ou parce qu'on m'a posé un lapin», heu, alors on réactive ça, donc on ancre ce karma, et plus on l'ancre en nous, plus on le ressent, et plus on écrit le roman mélodramatique de notre vie finalement. Mmh mh. C'est Mmh. nous qui écrivons le roman du personnage de notre vie, Notre histoire, et ouais, ouais. voilà, c'est ça, et tant que c'est inconscient, ben, moi j'étais un enfant abandonné. J'avais 20 ans, mais j'étais encore un enfant abandonné, quoi, Mmh et mh. je souffrais encore énormément de ça,
Et à partir du moment où j'ai commencé à en prendre conscience, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Suzy, prendre conscience, observer, oh, et là, je trouvais ça, je vais pas dire drôle, mais intéressant en tout cas. C'est quand même marrant. Non, mais c'est quand même marrant, quoi. Tu es assis à la terrasse d'un café, tu es bien, tout va bien. Ton copain, il est en retard. Il est en retard d'une demi-heure. Et ça y est, tu es en train de t'imaginer qu'il t'aime pas, que il te méprise. D'ailleurs, c'est exactement comme ce qui t'est arrivé quand tu as été abandonné. Tu es en train d'écrire un roman mélodramatique et tu ressens ce que tu es en train d'écrire. Tu le ressens vraiment et ça devient Oui, ta et tu réalité. réactives tout ça, là. Mmh. Tu souffres vraiment, quoi, Oui, hein. oui, Donc, on ne dit pas que la souffrance est imaginaire, elle est vraie, elle est douloureuse, elle elle est est vraie. terrible. Elle est, Oui, oui. et, et en même temps, si on en prend conscience, si on s'intéresse à elle, si on utilise la respiration, par exemple, pour accueillir l'émotion, Bien important, oui. je respire, j'observe avec curiosité les émotions. Alors c'est vrai que le mot gérer les émotions, oh, on l'a utilisé dans le livre parce que Ouais, il est discutable. Mais bon, en tout cas, c'est une manière d'observer ouais. et d'en faire quelque chose. Donc Mmh, dans ce sens-là, on peut parler de gérer. mmh, Je respire avec, je libère les émotions. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'adhérer aux sensations, de mmh, croire qu'elles ont un pouvoir sur moi. mmh Je les libère en respirant. Et puis, plutôt que de croire mes pensées mélodramatiques, qui n'ont qu'une fonction, c'est de me faire souffrir, puis elles ont juste cette fonction-là, hein. Et puis de m'ancrer dans ce personnage de souffrant, dans ce corps de souffrance que tu citais Eckhart Tolle tout à l'heure, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Eh bien, je peux tisser autre chose. Bah, il y a une nature de Bouddha, je suis sur un chemin d'apprentissage, et parce que mon ami a une demi-heure de retard, je suis en train d'apprendre quelque chose. C'est merveilleux. Merci à mon ami d'avoir une demi-heure de retard, parce que ça me donne le temps d'accueillir mon émotion, Ouais. de respirer et de me reconnecter à ma nature de Bouddha. On pourrait parler d'Esprit Saint ou d'étincelle divine, ou Mmh. je sais pas, tu dis comment, toi, Suzy, La conscience. la conscience, voilà. Mmh, Certains disent la source. ouais, Enfin bon, quand on alors je me reconnecte à ça, et ouais, puis là, bah, je deviens un cheminant qui vient de traverser une tempête, hein. J'ai vraiment eu les boules, hein, ouais, ouais. mais ça va mieux. Je me reconnecte en amour avec mon copain, et puis quand il arrive, bah, je suis content. Tu Ah, vois? Et puis, victoire. on t'écoute et ce que je vois, même énergétiquement, c'est beaucoup plus léger de cette façon-là que de la façon à l'ancienne avec les émotions, l'ego, le sentiment de victime, d'être victime de la vie. Tu sais, tout le long que tu parlais, je me disais, est-ce que c'est vraiment important de savoir pourquoi on vit une difficulté ou pourquoi on n'arrive pas à sortir d'une roue? Je vais donner un exemple. À un moment donné, Mmh. tu sais comment sont les femmes, hein? Ça, des fois, ça se parle dans le dos comme ça, là. Et puis, ben, en tout cas, peut-être que je généralise, Il paraît, J'en ai connu beaucoup comme ça. J'avais tout le temps cette impression-là. Peut-être que c'est juste parce que j'avais beaucoup cette impression-là. Et à un moment donné, il m'est arrivé encore ce schéma-là, mais j'avais décidé de l'observer plutôt que de tomber dedans. Et ce que j'ai vu, c'était comme une bulle d'émotions. Et en étant l'observatrice et en respirant et en prenant conscience que j'acceptais ce qui est, cette mmh. bulle-là, elle s'est vraiment dissoute. Et je n'ai plus, parce que normalement, cette angoisse-là me prenait puis me tirait vers le bas. Et là, ça s'est vraiment dissous d'un coup, tu vois? Donc, des fois, je me demande, est-ce que c'est si important le scénario ou l'histoire ou c'est plus important de vivre le moment présent parce que tout ce qui est passé est en arrière. Oui, 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 tu as raison.
Alors moi, je suis thérapeute, je reçois des gens au quotidien ou en ligne aussi sur Zoom ou sur Teams. Hem, j'ai des gens au Québec, par exemple, qui me viennent me voir en ligne. Alors moi, ce que je fais, c'est que d'abord, on apprend à se connecter à notre nature profonde. On apprend à examiner, nos pensées, à accueillir nos émotions. Ça sont 3 points vraiment essentiels. Donc il y a vraiment un apprentissage de manière à devenir autonome et à développer une curiosité comme tu le fais, ce que tu décris là, je fais la même chose, hein. Hem, donc oui, tout ça, ça se fait dans l'instant présent. On apprend la pleine conscience, manger en pleine conscience, vivre en pleine conscience, observer, nos réactions, dégager un espace de paix, de sérénité en nous. Ça, c'est vraiment essentiel. Heu, mais il y a un moment où, oui, c'est intéressant d'examiner le passé quand même. Donc je dirais qu'il y a Oui, comme oui, un oui, juste milieu quand même, il faut pas trop s'attarder sur le passé, sur exactement. voilà, Je suis surtout pas le très d'accord ressasser. avec toi. C'est dans le Mmh, sens que, il faut apprendre à savoir qu'il y a des choses je l'ai juste en anglais, triggered, qui nous, qui nous active, qui nous ouais, j'allais dire déclenche, qui active, nous nous déclenche, voilà. C'est de voir qu'il y a des choses qui nous déclenchent en premier parce que on pense que nous, on a raison. Si on est dans un débat avec quelqu'un d'autre, en fait, on prend pas la responsabilité. C'est ça aussi, la responsabilité de ce qu'on vit, de ce que l'autre nous fait vivre, sans vraiment en être mmh mh. conscient. Donc, ça, je suis entièrement d'accord. Il faut d'abord le voir, ça, par exemple. Mmh. Oui, c'est ça, en prendre conscience et quelquefois, il y a des, événements dans notre vie qui sont intéressants à examiner. Comme par exemple, le fait que j'ai été confié à une famille d'adoption, que j'ai passé mes 3 premières années dans cette solitude. C'est intéressant de retourner me connecter à cette version ancienne de moi. Donc on le fait ça en méditation, hein, on se connecte à l'enfant que nous étions à l'époque et puis on va, le cajoler, l'aimer, le rassurer, le chérir, l'embrasser. C'est souvent des moments très émouvants d'ailleurs. Je l'ai beaucoup fait ça. Et puis, il y a quelque chose qui se répare, qui se pardonne. Mhm, mhm. Hem, donc ça, c'est une manière de revisiter le passé un petit peu, mais de manière intime, dans l'amour, dans la compassion. Ouais, C'est une des méthodes qu'on utilise pour, réparer le passé. Et puis quand un événement se répète souvent, ouais. hem, j'ai beaucoup d'exemples comme ça, mais, heu, notamment ce qui traverse les générations. Ouais. Heu Prenons un exemple, d'une femme qui vient me voir et qui me dit, «Je rencontre toujours des hommes qui me font du mal. Au début, je crois que c'est des gars bien, qui sont rassurants, puis finalement, ils sont violents, ils sont méchants, ils me méprisent». Et c'est drôle parce que ma mère me disait tout le temps et ma grand-mère me disait tout le temps: «Méfie-toi des hommes». Alors pourquoi est-ce que je me méfie des hommes et je tombe quand même sur des hommes qui me maltraitent? Heu, David, aide-moi à trouver alors là, on va apprendre à accueillir les émotions, oui, on va se connecter à notre pépite, oui, on va vivre en pleine conscience, on va apprendre toutes sortes de sagesse, mais il va être nécessaire d'aller du côté du transgénérationnel. OK. Pourquoi est-ce que ta grand-mère et ta mère te disaient de tellement te méfier des hommes et pourquoi est-ce que tu vas vers les hommes les plus néfastes pour toi? Donc là, c'est intéressant d'examiner ça, de détricoter le passé et de s'apercevoir que, la grand-mère avait été agressée sexuellement dans le passé, que la mère avait été agressée sexuellement et Fait que que, cette femme a été agressée sexuellement, mais que karmiquement, par le jeu de la loi des causes et des effets, le karma est toujours actif et il se perpétue. Donc il va falloir, une fois qu'on a découvert ça, purifier, nettoyer et la purification du karma, mmh c'est une pratique essentielle. Mais il faut d'abord l'identifier, quoi. OK. Est-ce que tu en parles ça dans ton livre ou?
Un petit peu, oui, je l'évoque rapidement, mais le OK. travail sur le transgénérationnel, c'est assez pointu. Ouais, J'ai évité dans le livre de mettre des méthodes qui pourraient, causer plus de troubles ou de dommages ouais, ouais, je que de comprends. bénéfices. Mais Heu, déjà, si la personne fait de la méditation, ça l'aide à se recentrer un peu. oui, oui, déjà, voilà, méditer sur le souffle déjà. Il Ouais. existe des centaines de méthodes de méditation différentes. Moi, en Mmh. cabinet de thérapie, j'en utilise 90 à peu près, mais qu'on peut panacher entre elles pour heu, mieux s'adapter aux besoins de la personne. Hem, mais la base, c'est la méditation sur le souffle pour se recentrer, pour apaiser l'esprit. Le balayage corporel, ça, c'est vraiment la base. Et OK. puis et puis commencer à essayer d'observer notre esprit Mmh. et se faire accompagner, par un thérapeute qui nous correspond bien, Ouais, ouais. ou sur une voie spirituelle qui nous correspond vraiment, quoi. Mmh. Mmh. En gros, parce que on va aller tranquillement vers la fin de notre entrevue, c'est gérer nos émotions. Ensuite de ça, il y a le mieux vivre au quotidien et ensuite dépasser les épreuves. Donc ça, c'est 3 grands points de ton livre. Oui, oui. OK. Oui, mmh. Oui, Qu'est-ce que les émotions, j'en ai parlé un petit peu. On y parle de l'anxiété, de la déprime, de l'hypersensibilité. J'ai beaucoup de personnes viennent me voir, avec, ces caractéristiques-là d'hypersensibilité émotionnelle ou ouais, sensorielle moi et je me j'aime beaucoup considère travailler avec eux. ouais, mais moi je me considère comme une hypersensible, mais j'ai déjà entendu quelqu'un dire que, ça n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Hem, si, si, non, non, j'ai aucun doute là-dessus. Non, Voilà. il y a mais vraiment aucun doute là-dessus. Mmh. Non, il y a évidemment des gens qui ressentent, heu, émotionnellement ou sensoriellement les choses de manière plus intense et qui ont certaines caractéristiques, hem, des de beaux talents, du raffinement, une vie intérieure très riche. C'est pour ça que Mmh. j'adore travailler avec les hypersensibles parce qu'il y a déjà une imagination, une richesse intérieure Mmh. qu'on ne retrouve pas du tout chez d'autres personnes. Ah, Alors certains disent aussi: «Être hypersensible, c'est merveilleux, c'est formidable». Moi, j'ai envie de dire, je dirais pas ou ça. je dirais oui, oui, d'une certaine manière, oui, parce qu'il y a beaucoup de belles qualités, beaucoup de potentiel, Ouais. mais c'est pas toujours simple et tu en sais quelque chose. Ça Non, faut vient travailler aussi sur avec soi, c'est il ça, faut il faut travailler dessus, quoi, c'est il ça. J'ai comme pas le choix. Tu as dans ce côté-là de l'hypersensibilité, il y a l'hypervigilance. Tu vois? mmh, J'ai développé des façons de me protéger au cas d'avoir une réaction. Tu vois, j'ai encore un peu ça, c'est que si je dis quelque chose, j'observe beaucoup, beaucoup les réactions des gens. mais oui, Énormément. J'observe les moindres sourcils qui bougent, les moindres traits du visage, les respirations. Mais ça, tu vois, ça fait pas longtemps que j'en ai pris conscience. mais oui, mmh, Fait que et c'est ça, très intéressant parce que tu peux continuer à observer les autres pour être en lien avec eux par amour, par compassion, par curiosité pour les autres et petit à petit abandonner, l'idée que les autres sont en train de te juger et ouais. que tu devrais t'adapter à leurs attentes, que tu Mmh. devrais être conforme à leur grille de lecture, ce qui est très fatigant parce que ça Ouais, demande d'imaginer ce que eux pensent pour essayer de te conformer à leurs attentes, exact. et puis de craindre toujours qu'ils soient en train de te juger ou de te rejeter surtout, parce que Exactement, l'hypersensibilité est très, très souvent associée au sentiment de rejet. c'est ça. Donc si on arrive à valoriser les atouts et à diminuer les inconvénients, là, c'est merveilleux. Ma femme a réussi à faire ça. Oui, Je lui tire mon chapeau, elle est hypersensible, mais alors, elle a toutes les caractéristiques. mmh. D'ailleurs, il faudra que je fasse un livre un jour sur comment vivre avec une hypersensible, parce qu'il me semble que enfin, moi, ça m'a permis de beaucoup progresser aussi. Moi, je Ouais. suis pas hypersensible, je suis Tu as une sensibilité. je suis clairement sensible, mais Ouais.
on n'est pas pas hypersensible. hyper. Mmh. Donc on a besoin, nous, les moldus, heu, les ceux qui ne sont pas hypersensibles, les hyposensibles pourrait-on dire, d'apprendre à aimer, d'apprendre à respecter, d'apprendre à connaître et à considérer les besoins particuliers des hypersensibles. Et j'adorerais que le monde soit géré par des hypersensibles. Mmh. Je milite pour qu'on mette des hypersensibles au pouvoir, ça serait bien plus beau. Ça changerait, hein? Donc, toi, qu'est-ce que tu voulais, offrir aux gens avec ton livre? Qu'est-ce qui est important pour toi que les gens y sachent de ce livre-là? Que la psychologie bouddhiste, j'insiste, on parle de psychologie bouddhiste, c'est-à-dire l'étude de l'esprit, qui est d'un raffinement, d'une finesse et surtout qui est opérative, qui est directement utile. Bouddha, lui, son message, c'est, «Voici ce qu'est la souffrance, voici comment elle fonctionne et voici comment vous libérer de la souffrance». Donc la psychologie bouddhiste, elle est orientée vers la libération de la souffrance. Dans ce sens-là, il n'y a pas, à mon sens, de différence entre la spiritualité et la thérapie. C'est le Mmh. même mouvement. C'est le même mouvement. Ceux qui Exact. sont sur une voie spirituelle ou sur une voie thérapeutique, Mmh. on essaie de se libérer, quoi. Mmh. Des outils différents, mais on essaie de se libérer. Heu, alors, je dirais que, à mon avis, toute personne qui est sur une voie spirituelle a besoin de s'intéresser aux outils thérapeutiques. Mais vraiment. Heu, J'en ai été le témoin, j'en ai été l'acteur aussi. On peut très bien être pendant longtemps sur une voie spirituelle, en omettant, en oubliant de faire un travail, thérapeutique sur, certaines blessures, pour lesquelles les outils thérapeutiques pourraient vraiment être utiles, quoi. Et Mmh. l'inverse aussi, c'est dommage d'être en thérapie et de pas s'intéresser à la spiritualité parce que c'est un peu limité. Donc, Ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Ouais, 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 ouais. hem, donc On on peut a pas vraiment faire un besoin, sans l'autre. à mon avis, oui. Enfin, en tout cas, moi Ouais. j'ai essayé. Heu, à mon avis, ça marche mal et et je vois beaucoup de personnes très spirituelles qui découvrent à un moment donné qu'elles ont avantage à faire un travail thérapeutique. Mmh. Heu c'est notre responsabilité, comme tu disais tout à l'heure, hein. C'est Être notre responsable, responsabilité que de travailler sur exact, nous-mêmes. de nos Voilà. émotions, de notre Donc, vécu. voilà, mon message, c'est que, la psychologie bouddhiste est d'un raffinement, d'une efficacité. Et elle est accompagnée d'enseignements de sagesse, d'une profondeur incroyable, que moi je continue de découvrir aujourd'hui. J'ai je je suis amoureux du bouddhisme. Pour moi, c'est une méthode merveilleuse. Il y a Ouais. des méditations d'une finesse et qui sont directement applicables dans le quotidien, au sujet de la colère, au sujet de la dépendance affective, au sujet des addictions, au sujet de l'orgueil. Alors, l'orgueil, c'est spécial parce qu'on se dit: «Bon, moi, j'en ai pas». Ouais, ça, Ah! j'ai déjà entendu quelqu'un dire: «Moi, j'en ai plus d'ego». Oui, oui, voilà. Alors bon, bref, voilà, je veux dire: «Bah, tiens, viens, on va examiner ça, on va regarder de plus près». Parce que le propre de l'orgueil, c'est de se cacher, quoi. On se Ouais, dit: «Bah, non, je suis pas orgueilleux, je suis le meilleur, c'est tout, quoi». c'est Il y a l'orgueil inversé qui est très, très, très intéressant à examiner, qui est très commun et piégeux. Il est pernicieux, l'orgueil inversé. Donc, découvrez dans ce livre des méthodes, qui vont directement vous aider à vous libérer de l'anxiété, de l'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété, c'est cette anxiété, donc cette peur d'un avenir qui serait compliqué parce qu'il y a dégradation de l'environnement naturel. Mmh mh. Hem, c'est une anxiété qui n'est pas comme les autres, celle-là. Elle est difficile à traiter en thérapie parce qu'on ne peut pas dire à la personne: «Non, mais t'inquiète Des pas pour enfants. l'avenir, il y a Ouais, il y a pas ouais, de il y a pas de danger pour l'avenir», tu vois? Comme quand quelqu'un, va passer un examen à l'université, on lui dit: «Bah, ouais. Mmh. ça va bien se passer, aie confiance, ça va bien se passer». Mais là, on ne peut pas dire ça à la personne. Il y a vraiment un danger.
Il y a Mhm. vraiment, donc il y a une manière bouddhiste de traiter ça qui est profonde, qui est libératrice, hem et qui est subtile et qui passe par plusieurs étapes bien cadrées. C'est ce que j'aime dans le bouddhisme, c'est cadré, c'est, technique. Il y a beaucoup de technique et ça fonctionne Ok. et c'est accessible, aux chrétiens, aux musulmans. Moi, j'ai beaucoup de personnes chrétiennes ou musulmanes qui viennent me voir Hmm. et qui trouvent leur compte. Souvent, elles me disent: «Ah, c'est marrant parce que depuis que je médite, je me connecte plus facilement à Dieu Hmm. et je reçois plus facilement l'amour de Dieu» et Oh, ah, tu super, vois, merveilleux et même, encore mieux, ceux qui ne croient en rien, des athées. ceux qui sont athées mais rationnels là, alors ils viennent me voir quelquefois pour un deuil, par exemple. C'est dur le deuil. Ouais, Quand ouais. au bout d'1 an, 2 ans, on se sent toujours très très prisonnier du deuil. Ils viennent me voir. Alors, quelquefois, ils me disent: «Bah, après la mort, il y a rien du tout». OK, Mhm. bon, OK, mais je je parle à mon mari. Ah! Alors, c'est intéressant parce qu'après la mort, il y a rien du tout, mais je parle à mon mari. Donc très souvent, il y a une partie de la personne qui sait que ça s'arrête pas à la mort, en fait. On on va se connecter à cette partie-là, puis on va dire: «Tiens, si tu offrais de l'amour, de tout ton cœur, tu offres de l'amour sous forme de lumière à ton mari, ça Mhm. fait quoi? Tu veux qu'on essaye?» «Ouais, on essaye». C'est assez facile à faire, hein, d'offrir de l'amour sous forme de lumière à notre cher disparu qui est quelque part, mais à tous les coups, au bout de 5 minutes, les gens le sourire, le chagrin s'est transformé en amour. Juste en 5 minutes, ils ont découvert qu'ils sont encore en lien d'amour avec le cher disparu. Il a pas disparu, en fait. Non. Il a pas disparu du tout, quoi. Ils sentent, peut-être même qu'ils sentent sans s'en rendre compte qu'il y a une présence qui est là, tu vois. Ben, ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est des moi, ce livre-là, je le portais depuis très longtemps en moi. Mhm. Hem, c'est la rencontre, avec 2 journalistes et puis d'autres personnes qui m'ont permis de l'écrire. C'est vraiment un manuel, hem, concret, un livre pour l'été, un manuel pratique, je dirais, Ouais. qu'on peut mettre sur la table de chevet Mhm. et qui permet concrètement de nous libérer, quoi et qui peut-être nous donne envie d'aller plus loin. Il y a des méditations audio aussi qui sont accessibles par un QR code, donc c'est un livre technique accessible à tout le monde, quelle que soit votre croyance. Si vous croyez en rien, allez voir ça. On revient au défi. À la fin de l'ouvrage, il y a aussi 6 fiches synthétiques consacrées aux grandes thématiques du bouddhisme, donc les 4 nobles vérités, l'esprit, les sagesses, le bon cœur, les perturbations mentales et les états d'esprit vertueux. Donc, Mmh. c'est un magnifique livre. Moi, ce que je vous dirais, c'est aller découvrir la pépite qui est en vous. J'ai trouvé que c'était une belle image que tu nous as laissée, David. Ouais, c'est une image que Bouddha a donnée lui, à l'époque Ouais, et qu'on utilise encore aujourd'hui. Elle est ouais, tellement parlante. ouais, exact, exact. Heu, Ben, David, parle-moi un petit peu du bouddhisme. alors, le Bouddha historique a enseigné pendant plus de 40 ans à toutes sortes de publics, à des enfants, à des érudits, à des méditants très expérimentés ou à des débutants. Donc les enseignements de Bouddha, bah, pour simplifier, on va dire que la base, ça représente à peu près 10 fois le volume de la Bible, pour vous donner une idée un petit peu et puis, si on y met les commentaires et cetera, ça représenterait à peu près la bibliothèque que j'ai derrière moi là, oui. Donc c'est des enseignements très nombreux, très fins, très précis, qui ont un but, se libérer définitivement de la souffrance. Mais avant de se libérer définitivement de la souffrance, ce qui est très ambitieux, bah, on va se libérer une à une de toutes nos souffrances, quoi. De l'humiliation, de l'abandon, du rejet. On va apprendre à moins croire nos vues erronées.
Une vue erronée, c'est une pensée qui nous fait du mal, en fait, une pensée limitante. On va apprendre à accueillir nos émotions, à ne plus croire nos sensations, à se désidentifier du personnage mélodramatique auquel nous avions l'habitude de nous identifier. On a tendance à adhérer au personnage qui a tellement souffert. Alors ça, c'est un point essentiel, c'est qu'on va réussir avec le bouddhisme à s'identifier à notre essence, à ce que nous sommes vraiment. Et en réalité, nous avons tous la nature de Bouddha, c'est-à-dire que nous sommes toujours, à chaque instant de notre vie, déjà libérés, en fait. On est déjà libérés. Il y a déjà quelque chose de pur en nous. Donc la confiance, où se trouve-t-elle? Est-ce que c'est mon épouse ou mon entreprise, mon gouvernement qui va me donner de la confiance? Sûrement pas. Elle est là. Elle est déjà là en toi, la confiance. La sérénité. Est-ce que je vais trouver la sérénité dans la forêt ou 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 dans une grotte? Non, la sérénité, elle est déjà là. L'amour, l'amour. Ah, la première retraite bouddhiste que j'ai fait, j'ai dit à une moniale bouddhiste, je lui ai posé cette question, aujourd'hui j'ai un peu honte. Je lui ai dit: «Mais comment vous faites pour vivre sans amour?» Elle me dit que l'amour est là, Ouais, toujours là en fait. Mais moi j'étais dans la vingtaine, je découvrais ça. ouais, Ça m'a fait un choc, l'amour est là. ouais. Moi je croyais qu'on le trouvait chez une femme ou je sais pas, quelqu'un allait m'aimer. Il est là. Donc il faut que j'aille le chercher là, quoi. Oui, il est Ouais, déjà là, en fait. Oh, un choc de dingue. Donc on a toutes ces belles choses en nous qu'on a besoin de découvrir et on a besoin de pacifier notre esprit, de le purifier, de le nettoyer. Le bouddhisme, c'est un ensemble de méthodes extraordinaires que l'on peut pratiquer au quotidien, en méditation formelle ou informelle, comme tu le fais en observant tes pensées. C'est une pratique bouddhiste, pas seulement bouddhiste d'ailleurs, hein, de ouais, toutes sortes d'autres spiritualités, mais on ouais, fait ça beaucoup, on observe notre esprit et puis, ben, plus on se libère, plus on se nettoie, plus on se purifie, plus on peut vivre notre vie à partir de cette pureté et là, ben, on est de plus en plus en lien avec ce qu'il y a de plus en plus pur, de plus en plus transcendant. La vie devient de plus en plus belle et même les épreuves deviennent des occasions d'apprentissage. mmh On souffre de moins en moins, on est de plus en plus apte à aider les autres quand on découvre la compassion, par exemple, qui est un des axes essentiels du bouddhisme et on a besoin de la travailler la compassion, hein. C'est pas de l'empathie, hein, c'est pas de la pitié, c'est pas de l'indifférence non plus, mh. c'est quelque chose de précis, la compassion. On travaille dans le bouddhisme. Donc c'est un entraînement, une manière de vivre, aussi un art de vivre libérateur. Dans ce livre, j'essaie de le laïciser au maximum pour qu'il soit accessible à tout le monde. OK, je C'est ça comprends. ma mission sur la terre, Mmh c'est que ça soit accessible à tout le monde, sans considération de rituel ou de statut. J'adore les rituels, j'en pratique beaucoup. J'adore les statues de Bouddha, il y en a plein chez moi. mh. Mais celui qui adore Jésus ou je sais pas, ou l'univers, Ouais, celui qui aime embrasser les arbres ouais, ou je sais pas moi, qui aime les dieux de la nature, mais j'adhère complètement, quoi, mais c'est le même mouvement libérateur, je quoi. comprends. Ouais. Allons-y, quoi. Mmh. Il y a des pièges, ne croyons pas que c'est lui, là, qui va faire le boulot à notre place. Mmh À mon avis, hein, si on croit que le créateur ou l'univers va nous libérer. Mmh. Non, il va nous soutenir, il va nous aider, il va nous bénir, il va nous guider, OK, mais on a quand même cette responsabilité de nous libérer, nous-mêmes. Exactement. À mon avis et selon le bouddhisme, personne d'autre ne peut le faire à notre place, donc
Complètement d'accord. Au boulot! Il y a du Au boulot. boulot, raison de plus pour commencer aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup de cet échange, de passer ce petit moment avec moi. Merci beaucoup, beaucoup Suzy, j'ai Agréable. beaucoup apprécié. Merci à toi. Tu vois, j'aimerais mieux te connaître. Quand tu vas revenir au Québec. Mais oui, heu, Merci. Alors, partagez l'entrevue si vous avez aimé, puis on se revoit dans une prochaine. Au revoir. Merci, au revoir David. Suzy, au revoir à tout le monde.